Le croiseur nucléaire russe le plus armé au monde, l'amiral Nakhimov, est entré dans la phase finale des essais. Il est destiné à modifier l'équilibre stratégique des forces en faveur de la Russie. Mais de quelle manière exactement et comment un navire aussi imposant peut-il y parvenir à l'ère des drones ? Nous allons examiner cette question, ainsi que parler des événements tant attendus dans le domaine de l'aéronautique et d'un nouveau héros, après un bref résumé des bonnes nouvelles. Un nouveau lot de BMD-2 modernisé avec le compartiment de combat Bereg a été livré aux troupes. Un nouveau cargo sec du projet RSD-59 a été mis sur cale à l'usine Krasnoye-Sormovo. À Moscou, les 4 premiers navires électriques du projet Moscou 1.0 ont été mis à l'eau. À Saint-Pétersbourg, la production de voitures sous la nouvelle marque Sena 900 a commencé. L'usine de machines à chenilles d'Irkoutsk a commencé la production en série du véhicule tout-terrain à plateau pivotant MR2 sur des pneus à basse pression. À Togliatti, une grande production de générateurs pour les voitures Lada a été lancée. À l'usine Medmac, une nouvelle section pour la production d'arbres d'hélice de grande taille a été lancée. Au Tatarstan, il y a un centre d'essai pour les équipements haute tension. Une grande ferme laitière a été ouverte dans la région de Ryazan. Les écoliers russes ont remporté 4 médailles d'or et 4 médailles d'argent à l'Olympiade asiatique de physique en Corée du Sud. Semkine, Yegorova. Le croiseur lance-missiles lourd à propulsion nucléaire, Amiral Nakhimov, après une modernisation en profondeur, a entamé la phase finale des essais. Cela signifie que, très prochainement, il rejoindra la flotte du Nord et élargira considérablement ses capacités. Le croiseur a été construit à l'époque de l'URSS, puis il est resté longtemps à l'arrêt, en attendant une réparation complexe et coûteuse. Quand le pays a-t-il enfin trouvé les moyens pour cela ? Il s'est avéré que ce retard ne lui a été que bénéfique. Pendant que le navire sommeillait paisiblement dans la cale sèche, la science russe travaillait sans relâche à la création de nouveaux types d'armements. Sont apparus les complexes modernes de lutte anti-sous-marine Paket NK et Otvet, les missiles anti-navires améliorés Onyx, les missiles de croisière Calibre et, surtout, les missiles hypersoniques Tirkon, ainsi que des cellules de lancement universelles permettant d'utiliser tous ces équipements à partir d'un seul navire. Si à l'origine, le croiseur ne pouvait embarquer que 20 missiles anti-navires après la modernisation, leur nombre est passé à 80. Les capacités de l'amiral en matière de défense contre les drones maritimes et aériens se sont également considérablement accrues. Le dispositif de défense comprend 96 missiles anti-aériens, la version navale du Pantsir, le complexe d'artillerie AK-130 des hélicoptères embarqués, ainsi que, apparemment, ses propres drones. Est-ce que tout cela garantit une protection absolue du croiseur lui-même ? Non, c'est pourquoi il dispose également d'une protection supplémentaire. La principale protection de l'amiral réside dans le concept même de son utilisation. Alors pourquoi la Russie a-t-elle ressuscité ce dinosaure de l'époque de la guerre froide, comme l'appelle la presse occidentale ? En effet, avec les fonds dépensés pour la modernisation, il aurait été possible de construire plusieurs frégates du projet 22 350 plus petites, en taille et en capacité. C'est vrai, mais l'amiral est nécessaire à la Russie non pas comme force de frappe, mais avant tout comme centre de défense d'une région arctique stratégiquement importante pour nous. Grâce à ses dimensions impressionnantes, il a été possible d'installer à bord le plus grand arsenal du monde et les équipements radioélectroniques les plus modernes. Et cet équipement est très énergivore, c'est pourquoi une centrale nucléaire est nécessaire pour l'alimenter. Sa puissance serait suffisante pour fournir chaleur et électricité à une ville entière de 150 000 habitants. C'est pourquoi notre géant est aussi un centre de renseignement et de commandement. Le commandement de diverses forces de la flotte du Nord, d'autres navires et drones, de l'aviation, des complexes côtiers et bien plus encore. En fait, il s'agit d'un centre de commandement flottant bien protégé qui, grâce à son cœur nucléaire, peut rester en mouvement constant pendant plusieurs mois. Mais il y a une autre raison importante pour laquelle il a été décidé de le remettre en service. C'est la mission de couvrir les sous-marins nucléaires lors de leur déploiement, de leur frappe et de leur retrait de position.
Ce n'est un secret pour personne que c'est précisément dans la région arctique que nos sous-marins, armés de missiles balistiques intercontinentaux, sont en service. L'épaisseur de la glace les dissimule à la reconnaissance aérienne et satellitaire, mais au moment du déploiement, pour lancer une frappe, le tir et surtout le retrait de position, les sous-marins nucléaires sont les plus vulnérables face aux moyens anti-sous-marins de l'ennemi. C'est pourquoi ils ont besoin d'une couverture extérieure. L'amiral Nakhimov était équipé de missiles hypersoniques Zircon, avec une portée de plus de 1000 km. Cela signifie qu'il est capable de maintenir à une distance respectueuse la flotte de surface ennemie, y compris ses groupes aéronavals d'attaque. Autrement dit, il crée une zone de contrôle dans laquelle nos sous-marins sont protégés aussi bien des frappes que de la reconnaissance aérienne. Le croiseur lui-même bénéficie d'une protection supplémentaire de la part des navires d'escorte et des systèmes côtiers comme les S-400 et Bastion. Le réseau national d'action diffère considérablement. Ainsi, si l'on considère le croiseur non pas comme une unité de combat indépendante, mais comme un centre de défense d'une région stratégiquement importante dans le cadre du concept moderne de guerre centré sur le réseau, toutes les questions sur sa nécessité disparaissent d'elles-mêmes. Quant aux dangers venant des drones, comme l'a montré la pratique de la guerre contre l'Iran, qu'oursanti, il est exagéré pour les grandes formations dotées d'une défense multicouche. Bien que les forces américaines opéraient dans le goulet étroit du détroit et que l'Iran disposait de milliers de missiles, de drones et de vedettes, il n'a pas réussi à couler un seul navire de guerre. La seule chose confirmée de manière fiable est l'explosion sur le porte-avions Gerald Ford, mais il n'est pas exclu que la cause ait été une mine et non un projectile. De plus, il a réussi à rester à flot et à partir de lui-même pour des réparations. Donc, il est encore bien trop tôt pour écarter la flotte. En fait, aucune grande puissance mondiale n'a l'intention de le faire. Nous continuerons à suivre le retour en service de notre maître du Nord. En attendant, voici les dernières nouvelles de l'industrie aéronautique russe. Cette semaine, plusieurs événements importants et attendus depuis longtemps ont eu lieu dans le domaine de l'aviation civile. Le premier, c'est l'achèvement de la certification de l'avion régional à turbopropulseur, Il-114-300. Il est devenu le premier de la gamme des nouveaux avions développés en Russie à atteindre le stade de la production en série, car tous les documents nécessaires ont été obtenus. Cependant, cela ne veut pas dire que l'avion cessera d'évoluer. Comme on l'a appris, un déflecteur dispersant pour le train d'atterrissage avant est déjà en cours de développement, ce qui permettra d'exploiter l'Al-1 14300, y compris depuis des aérodromes en terre battue, ouvrant ainsi la voie à la production de sa version cargo. La deuxième nouvelle importante est le passage à l'étape des essais de certification de l'avion léger polyvalent Baïkal. En raison de la confusion dans les médias, beaucoup pensent à tort que le projet est abandonné, mais il continue de se développer, ce qui est prouvé par le franchissement d'une nouvelle étape importante. La troisième bonne nouvelle est la délivrance du certificat pour le moteur PD-8, ce qui, à son tour, rapproche considérablement l'achèvement de la certification du Superjet 100, substitué à l'importation, pour lequel ce moteur a été créé. Et encore une fois, la certification ne signifie pas l'arrêt du développement. Il est connu qu'une famille entière de moteurs sera créée sur la base du PD-8 avec une poussée augmentée ou réduite pour de nouveaux modèles d'avions et d'hélicoptères. Quant au MS-21, le premier appareil de série entièrement substitué aux importations a été transféré cette semaine de l'atelier d'assemblage final à l'unité d'essai en vol de l'usine aéronautique d'Irkoutsk. Après la fin des essais, il deviendra le premier à être livré aux clients. Pendant ce temps, les exemplaires suivants sont déjà en cours de construction à l'usine. Bien sûr, le développement de la nouvelle aviation civile en Russie avance avec des retards, ce qui ne plaît pas à beaucoup de gens, mais pour être juste, il faut prendre en compte deux circonstances. Premièrement, il n'existe aucun autre pays au monde qui développe simultanément autant de nouveaux avions, et cela sous sanction. Deuxièmement, les principaux efforts du pays au cours des 4 dernières années ont été consacrés à la production d'avions de combat, qui pour certains types d'avions a été multiplié par 5. Aucun doute que la Russie atteindra tous ses objectifs dans la construction aéronautique et l'aviation. Строение и не только.